Vous écoutez Asymétrie. Des témoignages nourris d'expériences singulières. Un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardet. Saison 1, épisode 2. Je reçois aujourd'hui Patrice Bernardo. Ce retraité de 78 ans est coprésident de l'association Ultime Liberté, une organisation qui milite pour une avancée des droits concernant la fin de vie et qui accompagne vers la mort ceux qui le jugent nécessaire. Parce qu'il détenait un produit létal dont la vente et la possession sont interdites en France, il est poursuivi par la justice. Patrice Bernardo témoigne envers et contre la loi dans Asymétrie. Bonne écoute. Bonjour Patrice, bienvenue au micro d'Asymétrie. Nous sommes aux délices de Saturnin, place Saint-Cernin dans le centre-ville de Toulouse. Est-ce que vous pourriez rapidement, pour les auditeurs, me décrire ce lieu et puis m'expliquer pourquoi vous l'avez choisi et qu'est-ce qu'il vous évoque? Alors ce lieu, donc pour les gens qui connaissent Toulouse, il est entre la basilique Saint-Cernin, qui est un des chefs-d'œuvre de la ville, et le cinéma ABC, qui est juste à côté, qui est un cinéma d'arrêt-essai. Et moi, je connais ce lieu parce que quand je travaillais, j'avais trois parties de ma journée. Le matin, je travaillais, le soir, je travaillais, et entre les deux, j'allais au ciné. Et pratiquement toujours dans celui-là. Ce qui veut dire que j'allais presque tous les jours au cinéma. Donc j'ai connu l'équipe, voilà, on est devenus copains. Enfin, hein, ça m'a permis d'ailleurs d'organiser maintenant avec des personnes âgées un ciné-club, voilà. Et donc, ben, quand on sortait en petit groupe là du ciné-club, par exemple, des séances de cinéma, on venait bouffer un petit truc au Délices de Saturnin avec la basilique dans le dos, enfin, qui est un lieu magnifique, quoi, hein. C'est vrai. Alors si j'ai souhaité qu'un épisode de ce podcast il vous soit dédié, c'est pour une raison qui n'a rien à voir avec le cinéma. Bon, C'est parce que vous avez un engagement particulier, on va en ouais. parler, on va le retracer ensemble, qui vous a amené à vivre des expériences intenses et peu banales, comme toutes les personnes que j'ai dans ce podcast. Donc on va rentrer dans le détail plus tard, mais on va commencer par le commencement. Vous rejoignez l'association Ultime Liberté en 2015. Hmm. Est-ce que vous pouvez tout d'abord expliquer aux auditeurs d'Asymétrie quels sont les tenants et les aboutissants de l'association? Qu'est-ce que c'est Ultime Liberté? Alors, Ultime Liberté, c'est une association qui a, moi je dis toujours deux jambes, parce qu'on travaille vraiment sur deux aspects différents. Est-ce qu'il y en a un plus important? Non. Le premier, on va dire, c'est le changement, le remplacement de la loi actuelle qui, pour l'instant, définit le cadre de la fin de vie, qui est la loi Claes-Leonetti, qui ne nous convient pas du tout, c'est-à-dire qu'elle permet à des gens malades, en fin de vie, etc., d'abréger un peu les souffrances. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, mais pour une loi, c'est bien insuffisant. Moi, j'ai été d'abord adhérent de la DMD qui proposait une amélioration de cette loi, c'est-à-dire que les gens puissent être aidés plus longtemps avant que vraiment les derniers jours, mais sans beaucoup plus de choses, quoi, hein. Et puis bon bah déjà bon mais moi je connaissais pas autre chose, donc je suis resté un an là-dedans pour me rendre compte de la façon dont c'était organisé, c'est-à-dire que c'était un grand chef qui était tout en haut là, qui dirigeait tout, qui décidait de tout, et les autres c'était des moutons quoi pour moi, hein, je simplifie un peu. Donc ça m'allait pas du tout, et j'ai rencontré une amie qui était à Ultime Liberté, donc je suis rentré à Ultime Liberté. Et c'est bien tombé d'une certaine façon parce que je suis arrivé à Toulouse à Ultime Liberté à un moment où l'antenne qui existait déjà depuis le début de l'association, qui date de 2009, hein, tombait un petit peu à l'eau parce que les gens bah, vieillissaient ou étaient partis, etc. Et donc on s'est retrouvé une équipe, alors je ne veux pas dire de jeunes parce que on était tous autour de 70 ans, mais de nouveaux, si vous voulez, qui étions prêts à prendre la direction, enfin à faire des choses quoi pour cette antenne. Et comme toujours, enfin la plupart du temps dans une antenne, quand vous êtes prêt à faire quelque chose, ben, c'est pas difficile, c'est vous qui prenez le pouvoir, hein, c'est vite fait. Et donc je suis arrivé donc à Ultime Liberté. Avec, on va dire, oui, trois autres personnes. Enfin, on était un petit groupe, mais on était quatre quand même à être plus actifs, quoi. On faisait marcher la boutique, si vous voulez, hein. Ok. Alors on va en reparler. Juste pour le détail, donc la loi Claes-Leonetti, est-ce que vous pouvez avec vos mots expliquer
ce qu'elle permet aujourd'hui par rapport à ce que vous demandez, que là vous venez d'expliquer. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est une loi qui permet à un médecin d'abréger des souffrances d'un malade, hein, je dis bien, c'est des grands malades qui sont en fin de vie. Maladie incurable même est Ah oui, inscrit en termes complètement, oui, oui, dans bien la loi. sûr. Ouais, ouais. Sans être inquiété par la loi, ça reste légal si vous voulez. Bon, il l'aide, mais en fait, pour pas, parce que si vous voulez, on a l'impression que ce qui fait peur à une équipe médicale, certaine, c'est de faire un acte qui serait un suicide, pas un homicide. Donc ils font pas d'acte. Ça veut dire que ils mettent la personne dans le coma, elle ne sent plus, bon, d'accord. Ils la soulagent éventuellement s'il y a des douleurs, morphine et tout, et ils la laissent mourir. C'est-à-dire elle est plus ni hydratée ni alimentée cette personne. Voilà, donc c'est la solution très très courageuse, je trouve, de rien faire quoi. Ah ben moi j'ai rien fait. Attends, bon c'est, enfin moi je, bon. Donc c'est la loi telle qu'elle est. Ça, c'est les soins qu'on appelle palliatifs en France. Oui, c'est ça. Euh, Vous allez en reparler, mais merci pour la précision, Ouais, histoire que les auditeurs sachent de quoi on parle. ouais. Donc justement, avant Ultime Liberté, vous en avez parlé, vous rejoignez une première association, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui oriente les personnes donc, qui souhaitent mettre fin à leur jour plutôt vers des pays où c'est déjà autorisé, en fait, où c'est légal, donc la Belgique ou la Suisse dans les exemples les plus connus. Aujourd'hui, le droit à la fin de vie, il s'est amélioré dans d'autres pays. Il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, où ça a un peu progressé, Oui, en mais tout cas. je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui aillent en Espagne ou en Allemagne, hein. Pourquoi d'ailleurs? Ben, parce que si vous voulez, c'est assez bien organisé avec la Suisse, où il y a des associations maintenant, il y en a une particulièrement qui prend en charge des gens qui sont pas forcément malades, ça c'est très nouveau, et qui sont assez larges, si vous voulez, sur la compréhension des problèmes de chaque personne. Et donc là, en Suisse, c'est autorisé, avec ce cadre qu'ils ont dans cette assoce, de recevoir bon, bah, des Français éventuellement et de les accompagner. Et tout est prévu pour, ça coûte 12 000 balles minimum. Ils sont accompagnés, il y a tout ce qu'il faut pour les accompagnants, pour l'hôtel, enfin tout le bazar, quoi, hein. Et donc, ils vous aident à mourir avec des produits, le produit qu'on connaît, qui permet de partir sans douleur et paisiblement. Ce produit, on va en parler dans un instant. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous adhérez à cette association? Déjà, vous adhérez à cette association quand vous entrez à la retraite, quelques années après la retraite, Non, c'était un peu avant la retraite, un peu quelques avant. années avant, oui, puisque c'était en 2014 et j'ai arrêté en 2019. Et donc, pourquoi vous rejoignez cette association à ce moment-là? Parce que j'avais une réflexion sur la mort et que je supportais pas le fait que ce soit quelqu'un d'autre, déjà à l'époque, qui puisse décider à ma place de ma mort. Savoir, bah, toi, tu as le droit parce que tu as ceci, mais toi, tu n'as pas le droit parce que tu as cela. Mais qui je suis, moi, celui qui décide, là, pour dire celui-là, il peut, celui-là, il peut pas, quoi. Pour moi, c'est complètement anti-démocratique, hein. Mais c'est un questionnement que vous avez quand même très tôt. Alors, probablement qu'il y a des auditeurs qui sont encore beaucoup plus jeunes que vous à cette époque-là et qui se posent déjà ce type de questions. Mais pourquoi est-ce que vous posez ces questions-là avant même la retraite, justement? Oui, bah, je crois. Alors après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Il y a vos propres réflexions personnelles. Moi, je sais que j'ai été très marqué quand j'ai fait philo, ouais, ça remonte bien loin, par Montaigne et par son attitude vis-à-vis de la mort, tout ça. Enfin, ça m'avait beaucoup intéressé. Par aussi le jouisseur, là, comment il s'appelle? Épicure. Ah, Épicure, voilà. Parce que Épicure, lui, il donne une définition de la vie et de la mort qui convient tout à fait à ce que je pense, à savoir que la mort n'existe pas, puisque tant qu'on est vivant, on n'est pas mort, et quand on est mort, on n'est plus conscient. Donc, je trouve ça très bon. Et puis il dit, bah, écoutez, pourquoi vous avez peur de la mort, puisque vous vous retrouvez une fois que vous êtes mort dans la même attitude, dans la même situation que avant que vous soyez né. mm. Et vous n'avez pas peur de ne pas être né. Pourquoi vous avez peur de la mort, tu vois? Donc moi, je trouve ça très bien. Donc ça, c'est la réflexion philosophique au cours des années, tout ça. Mais je crois que ce qui a fait beaucoup aussi, c'est par mon métier. Parce qu'à un moment donné, juste avant de venir à Toulouse d'ailleurs, j'ai travaillé longtemps dans des EHPAD, enfin à l'époque on disait maison de retraite, où c'était des mouroirs, quoi, hein. Alors je vous explique vite fait, la plupart étaient faites pareil, 3 niveaux, rez-de-chaussée les entrants, qui avaient un petit peu leur tête encore, deuxième étage ceux qui étaient un peu partis quand même, mais encore avec un petit brin de lucidité,
3e étage, les neuneux complètement, hein. Et si vous voulez, nous, en tant que kinés, on arrivait dans cet étage où tous les gens étaient attachés parce qu'il n'y avait pas le personnel suffisant pour les surveiller. Donc pour pas qu'ils se barrent, ils étaient attachés toute la journée. Donc vous imaginez des vieux attachés qui bougent pas devant la télé. Déjà, ils comprenaient pas la télé, mais enfin bon. À qui on vient dire, venez madame machin, faut que vous vous leviez pour marcher. Oh non, non, je veux pas. Enfin bon, ils souffraient le martyr. Est-ce qu'il fallait qu'ils se déplient, vous voyez, le truc, bon. Et une fois qu'ils étaient debout, on essayait de les faire marcher. Au bout de 3 minutes, ils étaient crevés. Donc, moi, je supporte pas ça, quoi. En plus du fait, alors ça, c'est un petit peu ma déformation, mais quand vous voyez les histoires d'Orpea, là, les histoires de maisons de retraite qui font du fric sur les vieux, qui restreignent les repas pour... Enfin, ça, non, moi, je supporte pas, hein. Et donc, il y a quand même aussi, pour moi, une bonne partie d'engagement politique. Mhm. Pour moi, cette loi, c'est politique, si vous voulez, hein. Si on veut mettre en application nos règles républicaines, à savoir liberté, égalité, fraternité, liberté, on n'est pas du tout égaux face à cette liberté-là, puisque les seuls qui ont la liberté, c'est ceux qui ont le fric pour aller en Suisse ou ailleurs. Les autres, ils n'ont pas de liberté, on décide à leur place. Égalité, ben, pareil, hein, on n'est pas pareil, voilà. Mhm. Et puis fraternité, ben, l'autre partie, oui, parce que là j'ai parlé que d'une partie de l'association. L'autre partie de l'association, c'est donc le côté fraternité, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens, si vous voulez, hein, ce que je disais avec l'accompagnement là. On va y... Donc c'est vraiment deux aspects différents. Ok. Il y a aussi un événement qui se passe dans votre vie personnelle. Racontez-nous sans rentrer dans les détails évidemment, mais en gros, vous assistez à la fin de vie de votre beau-père. Alors pas tout à fait. Moi j'ai Alors, pas assisté. il y a le cas Alzheimer, en fait, déjà, qui Ouais. vous... C'est ça. Bah, c'est-à-dire que ma femme, donc quand je l'ai rencontrée, elle venait de perdre son père quelques mois, une petite année avant. Alors elle me l'a raconté parce qu'elle était encore très sous le choc quand même, hein. Ce père qui était une tête au niveau recherche scientifique, Mhm. qui était un géologue, qui a écrit des bouquins, enfin c'était un prof d'université, il était ingénieur dans comment ça s'appelle, des mines, là, voilà. Donc voilà, il a écrit des bouquins scientifiques sur la faune, les matériaux, enfin vraiment son domaine, quoi, hein. Et ce type, si vous voulez, moi je ne l'ai pas connu, malheureusement, j'aurais bien aimé le connaître. En l'espace de 2 ans, on le retrouve au niveau de son petit-fils qui avait 2 ans, à se bagarrer les duplos et vous voyez, les jouets, quoi. Mhm. Voilà. Donc, bah ça, non, moi je veux surtout pas ça pour moi, hein. Moi, j'ai dit à toute ma famille, et j'ai écrit sur mes directives anticipées, que je voulais rester digne. Et que ceci, je définis ma dignité, bien sûr. Je dis pour moi, en quoi ça correspond pour moi à la dignité. Et je demande à mes proches et à mes personnes de confiance que si je suis plus digne, on veuille bien me supprimer, quoi. Donc, en fait, cette situation, elle vous fait... C'est un effet miroir, en fait. Hum, Ce que vous voyez à travers lui, ça se reflète... tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui vous pousse à quitter cette association, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, pour rejoindre, donc, Ultime Liberté? Alors déjà, la DMD, comme je vous dis, au niveau organisation, ça ne me convenait pas du tout, Mhm. hein. Et en plus, les seuls choix qu'ils proposaient, c'était effectivement le voyage en Suisse. Moi, ça ne me convenait pas du tout non plus. À la fois parce que, encore une fois, si vous n'avez pas 12 ou 15 000 balles, vous ne pouvez pas y aller. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Même dans l'esprit, quoi. Et Oui, ça vous puis, dérangeait de devoir partir à l'étranger? aussi. Et puis, moi, je considère qu'un pays comme la France, qui se dit pays des droits de l'homme, on doit pouvoir mourir comme on veut, quand on l'a décidé, quoi. Chez nous. Voilà. Ça vous agace, en fait. Ah oui, ça m'agace. Faut dire que je suis vite agacé, vite énervé. Est-ce que vous avez conscience, euh, dès que vous arrivez dans l'association Ultime Liberté, et c'est là où on va parler et on va donner le nom de ce fameux produit, Ouais. vous avez dit le mot produit tout à l'heure, Ouais. est-ce que vous avez conscience dès votre arrivée dans l'association bah, que possiblement vous vous mettez dans une situation d'illégalité avec un risque de poursuite? Oui, mais ça m'a jamais vraiment traumatisé, hein. Moi, si vous voulez, je considère que je fais un peu partie des gens, des désobéissants.
S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à changer légalement par nos représentants nationaux, eh ben, il faut aller dans la rue puis prendre des casseroles, hein. Et faire en sorte que ça Faire en bouge. sorte que ça change autrement, quoi, puisque notre représentation nationale ne reprend pas ça, ces sujets-là, c'est pas mes sujets personnels, hein, c'est des sujets de société qui intéressent tout le monde. S'il n'y a pas de relais, bah, c'est pas grave, il faut qu'on se débrouille tout seul, quoi. Quel est le nom de ce produit dont on parle? Alors, je sais jamais lequel est il y a Nimbutal et Pentobarbital, Ouais, moi j'ai noté pentobarbital. voilà. Mais c'est pas le seul, hein. Donc là, on a travaillé avec ce produit pendant quelques temps parce que c'était bien pratique et que c'était idéal, produit idéal, sans problème. Mais là, il va falloir qu'on trouve autre chose parce qu'il n'y a plus de fournisseurs. Quel est votre rôle quand vous rentrez dans l'association entre 2015 et 2019? Ben, je rentre dans cette assoce, ça tombait bien puisqu'il manquait de responsables, de gens qui prennent des responsabilités. Et comme je vous disais, on s'est retrouvés à quatre, deux hommes, deux femmes, pour essayer de faire marcher cette antenne. Puis ça a bien marché, hein. Jusqu'au jour où on s'est bouffé le nez. Mais enfin, ça arrive comme partout. Il y avait mon alter ego qui avait avec lui les deux autres femmes et moi. Il a donc démissionné, lui, puisqu'il était au CA. Donc, il s'est barré. Et très bien. Ce qui fait que me suis retrouvé tout seul à la place des quatre, parce que les deux autres dames sont parties avec lui. Et donc qu'est-ce qui se passe en 2019? 2019, il se passe que, ben, comme je vous dis, la présidente est venue plusieurs mois de suite nous faire notre formation d'accompagnant, puisqu'on était un petit groupe qui voulait devenir accompagnant Mhm. et que ça ne se fait pas sans formation. Donc c'est elle qui nous a fait cette formation. Et ben, si vous voulez, je pense qu'assez vite, elle s'est rendue compte que je pouvais être utile. Parce que assez vite, elle m'a demandé si je voulais pas intégrer le CA. Alors j'ai dit que oui, pourquoi pas. Et puis petit à petit, bah, je suis monté dans l'échelon Et donc c'est comme ça que vous vous retrouvez donc coprésident d'Ultime d'Ultime. Liberté. Ouais. Et en fait, cette évolution, on va dire, de poste au sein de l'association, si on peut dire ça comme ça, elle se passe en même temps qu'un gros événement pour l'association, un événement pas réjouissant, mais qui, je pense, est plein de leçons, d'apprentissage. Donc en 2019, la gendarmerie et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique mènent des perquisitions chez plusieurs militants de l'association, dont vous, et ils trouvent ce fameux produit dont on vient de parler, le pentiobarbital. Donc c'est un anesthésiant dont la détention est illégale en France depuis un certain nombre d'années, 96 je crois si j'avais bien lu. Et puis en 2020, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour trafic de ce produit suite à, euh, à ces perquisitions dans les domiciles donc d'un certain nombre d'adhérents. 130 perquisitions, vous m'avez dit à peu près tout à l'heure. Donc opération d'envergure quand même, hein. Les perquisitions ont eu lieu aussi dans d'autres pays, notamment en Autriche, en Australie, enfin, plusieurs pays dans le monde, hein, D'accord. du même produit qui était demandé aussi à ce fournisseur-là. Parce que si j'ai bien lu, en fait, c'est le service des douanes américain Oui, qui fait un signalement à la France et aux autres pays. Et c'est comme ça qu'en fait votre association, mais donc d'autres associations en Europe, se retrouvent avec cette opération de perquisition générale dans l'ensemble de l'Europe. tout à fait. Et donc, suite à tout ça, je l'ai dit, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire en 2020. Vous êtes placé en garde à vue pendant 36 heures, puis mis en examen à Paris le 3 mars 2021 avec 11 autres membres de l'association. En clair, la justice, elle vous soupçonne de trafiquer ce produit afin d'en tirer un profit financier, chose que vous réfutez. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire puisque le jugement n'a toujours pas été rendu. Mais moi, ce qui m'intéresse, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que, en tant que représentant de l'association, quand on vous lit dans les médias, vous indiquez à cette période-là que vous êtes plutôt satisfait, entre guillemets, parce que vous considérez que ces événements, ils sont bénéfiques pour la cause que vous défendez. Ils font du bruit, ils permettent d'aborder le sujet dans les médias. Euh, Ça, c'est pour le côté, en tant que coprésident, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore coprésident, mais en tout cas, en tant que représentant de l'association, moi, ce qui m'intéresse, c'est à titre personnel, comment, en réalité, vous vivez cet épisode judiciaire. Parce que j'ai du mal à vous croire si vous me dites que vous le vivez très sereinement. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ça? Alors, je peux en parler puisque moi, si vous voulez, j'ai jamais craint quoi que ce soit.
Bon, j'avais à l'époque un peu moins, mais disons 77 à peu près. Je me disais, bon, bah, s'il faut faire de la tôle, je ferai de la tôle, et puis c'est tout. Bon, alors, je n'étais pas confronté vraiment à ce que c'était, si vous voulez, mais c'était un petit peu hors de mes pensées, quoi. Et ce que je voyais surtout, c'est que ben, à chaque fois qu'il y avait un événement, donc le premier, ça a été les perquisitions. Bien sûr, on a fait appel aux journalistes qu'on connaissait partout en France. Il y a eu donc un certain retentissement. À chaque fois qu'il y a un épisode comme ça, il y avait des centaines d'adhésions. On vous soutient, on est avec vous, voilà, on paye, etc. Donc pour moi, c'était tout bien, quoi. En plus, si vous voulez, moi, j'y croyais pas, franchement. Je me serais cru dans un film, si vous voulez. Les flics arrivent à la maison. Bon, ben, ils sont très gentils, hein, très respectueux. Euh, et ils viennent me chercher, donc j'étais à la maison avec ma femme. Bon, bah, on doit vous emmener parce qu'il faut qu'on vous interroge sur le truc. Bon, très bien. Mais prenez quand même quelques petits trucs, je sais plus ce que je. Enfin, il se peut qu'on vous garde ce soir. Si on n'a pas fini, vous serez obligé de rester. D'accord. Donc, effectivement, on n'a pas eu fini parce que c'était le service spécialisé des trafiquants, hein, ce que vous disiez, je sais pas comment, là. Mhm. Et donc, ils nous ont, enfin, ils m'ont, mais j'étais pas le seul, enfin, dans la pièce où j'étais avec le juge, la juge, ils m'ont posé pendant toute la journée des questions, des questions, des questions, auxquelles je répondais. J'ai répondu honnêtement à tout, j'avais rien à cacher. Est-ce que vous avez accompagné des gens jusqu'à la mort? Oui. Elle m'a pas demandé si je leur ferais, mais je leur ai dit que oui. Et voilà, donc questionnement comme ça. Le soir, bah, oui, puis à chaque fois qu'elle finit, que la juge finissait une page, elle envoyait au truc de Paris, au bureau de Paris principal, qui lisait tout, qui renvoyait d'autres questions. Vous voyez, ça se faisait en deux temps, quoi. D'accord. Donc, bah non, on n'a pas fini, faudrait que vous restiez là. Je dis, ouais, bah, vous me ramenez chez moi, puis je reviens demain. Ah non, non, surtout pas. Ils savaient pas que je me sauve, je sais pas. Tu parles que j'allais me sauver. Mais enfin, non, il fallait que je reste à l'hôtel de police, donc en cellule. Et alors, une vraie cellule, hein, avec le lit en ciment, et puis les chiottes, enfin le trou, tout ça, bon. Et mais il nous dit, mais vous inquiétez pas, hein, on va pas vous enfermer. Mais je m'en fous, moi, tu peux m'enfermer, je m'en fous. Non, non, on va pas vous enfermer. Ils avaient la trouille qu'on fasse une crise cardiaque ou quelque chose. Donc, ils ont mis dans chacune de nos cellules, je suppose. En tout cas, c'est moi, chez moi, ils ont fait comme ça. Un flic pour me surveiller toute la nuit. Pour être sûr que je me suicide pas ou tu vois. Bon, ben moi, ça tombe bien, je dors facilement, donc je me couche. Je dors, le pauvre type, il était là à côté. Enfin bon, c'est son boulot, hein. Et voilà, le lendemain matin, on a recommencé. Ils m'ont donné à bouffer de la merde, mais alors vraiment dégueulasse. Des Ça, plats c'est tout prêts, tu vois. Ça, c'est pour vos conditions de détention. Mais vous me répondez pas Oui, vraiment sur ah, le fond. pardon. Comment vous le vivez? Parce que là, vous en parlez avec le sourire, Oui, mais vous vous êtes jamais retrouvé dans une cellule. C'est pas très drôle de se retrouver dans une cellule quand même. franchement, moi, j'aurais été un trafiquant, j'aurais eu la pétoche. Moi, je me considérais pas comme un trafiquant. Non, franchement, j'ai à aucun moment j'ai été, je sais pas, angoissé ou avoir peur de quelque chose. Enfin, franchement, je vous dis, je l'ai vécu comme si c'était une fiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous dites que ce combat est légitime. Tout à fait. Et si on n'a pas la loi que l'on demande, on va le continuer, et puis c'est tout, hein. Et moi, je me sentirais aussi légitime, si vous voulez, je suis fort dans mes principes, parce que je considère que ce que je fais, c'est rendre service à mes contemporains. Et que, ben voilà, c'est un service qui n'existe pas ailleurs. Nous, on permet aux gens de le vivre. On rend service à la société, hein. Et jusqu'au jour où la loi va changer, où là, on se rendra compte qu'on était utile, si vous voulez. Parce que le jour où la loi va changer, il faudra des gens comme nous aussi pour la faire appliquer, pour avoir, voilà, enfin, on pense à toutes les dérives qu'il peut y avoir, donc on imagine comment faire pour pas qu'il y ait les dérives. Enfin, voilà, et tout ça, c'est valable en Belgique, c'est valable en Suisse, c'est valable partout, quoi. Bon, qu'on soit d'accord avec votre combat ou non, je suis quand même obligé de rappeler aux auditeurs que ça reste illégal. Et voilà, on peut vous soutenir ou pas,
Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on est toujours en attente de cette décision de justice. Et d'ailleurs, comment vous l'appréhendez, en sachant qu'en ce moment, aujourd'hui, il y a la convention, j'ai perdu le mot, citoyenne sur la fin de vie. Possiblement, donc le président de la République a annoncé une loi qui serait présentée à la fin de l'été. Est-ce qu'il est possible et envisageable, c'est vraiment une question d'amateur, est-ce qu'il est possible et envisageable que si cette loi passe, ça remette en question votre jugement? J'aimerais bien vous dire oui, mais je suis persuadé du contraire. À savoir que, si vous voulez, quand on voit notre cher monarque, parce que c'est plus un président, c'est un monarque, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, quand on voit ce qu'il a fait avec la Convention citoyenne sur le climat, on peut imaginer qu'il ne va pas y avoir grand-chose qui va suivre. Bon, après, on ne sait jamais, des fois que la lumière lui vienne tout d'un coup, là. Nous, on est quand même très radical dans notre loi. On veut une autre loi. On ne veut pas aménager cette petite loi-là qui, voilà, en la bricolant, on va réussir à faire que tout le monde soit d'accord, tout ça, c'est pas possible. Nous, on veut une autre loi et avant que notre président soutienne ce truc-là, quand on voit, si vous voulez, que pour avancer sur le sujet, enfin pour réfléchir au sujet, il a convoqué les grosses têtes des principales religions, même pas philosophes, religions. Bah, à quoi ça sert de demander l'avis des religieux? On sait très bien ce qu'ils défendent. Hein. Alors c'était pour se conforter dans ses idées, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas une information objective, quoi. Donc bon, franchement, j'y crois pas. Après, bah, si ça vient, tant mieux. Hein, mais Vous l'avez lu, le rapport qui a été remis par les citoyens, qui a été. ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suppose que ça ne doit pas aller aussi loin que ce que vous aimeriez avec l'association, mais est-ce que vous y voyez quand même une avancée? Ah oui, bien sûr. La principale avancée, c'est que on se rend compte que dans 184 représentants, il y en a 22% qui sont sur nos positions, à savoir une loi qui ne prenne pas en compte l'état de santé, l'état d'âge, oui, de vieillesse, les motivations de chacun, ça ne nous regarde pas. Et la loi, elle doit être faite justement pour qu'on tienne compte de la liberté de chaque citoyen. Et il y a quand même 22%, ce qui représente je ne sais pas combien dans 184, de gens qui sont sur nos... Si vous voulez, il y a autant de gens qui sont sur nos positions que de gens qui sont radicalement contre qu'il y ait quelque chose qui change. Entre les deux, vous avez le ventre mou, Hmm. qui ne sait pas trop bien, mais voilà, Oui, parce que ce rapport, 50%, ce quoi. qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'on voit aussi à quel point le sujet est difficile, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui, à chaque fois, vont vouloir une avancée et puis vont dire, bon, quand même, on fait attention, et il se prononce pas vraiment quand même, ce rapport. Il veut une avancée, mais il veut pas prendre la décision à la place des On ne sait politiques. pas de quoi il a peur. Mais Après, bon, voilà, ça reste des citoyens oui, qui... mais là, regardez le travail qu'ont fait ces gens, que ce soit dans celle-ci et dans la Convention sur le climat. Ces gens, ils sont bien informés et ils ont eu, enfin moi j'ai eu l'argumentaire hein, qu'ils ont eu. Ben, je trouve que c'était bien fait. Hein. Il y avait toutes les positions des deux côtés. Et je trouve que c'était la façon dont c'était indiqué. Bon, moi je suis un peu dedans, d'accord. Mais quand même, c'était clair que si on veut être, comment dire, républicain, on va dire, ben, c'est clair que voilà, la liberté, c'est d'abord la liberté de nous, hein, de notre corps. Comment vous vous impliquez aujourd'hui justement dans le cadre de cette convention citoyenne? Vous me disiez quand je vous ai eu par SMS, vous me disiez que vous étiez à Paris. Voilà, comment vous impliquez dans cette convention, sachant que pour les auditeurs, petite précision, vous ne faites pas partie des 180 participants, Et hein. malheureusement, il n'y a eu aucun adhérent d'Ultime Liberté qui faisait partie de ces 184 personnes. Ben nous, on a demandé, quand on a su qu'il y avait cette convention, on a demandé à, comment il s'appelle, le porte-parole du gouvernement, là. Olivier Véran? Voilà. Donc, qui était officiellement, il était le porte-parole du gouvernement, c'est ça. Donc, on lui a demandé, bah, écoutez, voilà, nous, on représente tel et tel truc, on voudrait être entendu par la commission, ce qui est la moindre des choses. Et il nous a donné rendez-vous, donc on a eu rendez-vous, on est monté à Paris, je dis monter parce que on était quand même trois, ou monter ou descendre, à Paris, pour être reçu par Monsieur Véran, qui, une heure avant qu'il nous reçoive, nous a dit non, c'est pas possible, c'est annulé. D'accord. Hein, on avait fait le déplacement exprès pour rien quand même. Hein. C'est annulé parce qu'il y a les retraites et tout. Bon, d'accord.
Vous souhaitez également que le droit au suicide soit inscrit dans la Constitution. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, expliquer aux auditeurs pourquoi? Et puis peut-être aussi, du coup, en même temps, la différence entre le terme de suicide assisté, Mm. le terme d'euthanasie. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à tout ça? Alors, la différence, le suicide assisté, c'est la personne qui a toute sa tête et qui demande une aide pour mourir, hein, parce qu'elle n'a pas les produits qu'il faut, parce qu'elle ne se sent pas assez forte, enfin pour des tas de raisons. Donc ça, c'est le suicide assisté. Et donc elle s'injecte elle-même le produit, en fait. Alors, quand il s'agit d'injecter, ça c'est oui, ça, objectivement, ce serait le plus simple. Mais la plupart du temps, elle ingère le produit, D'accord. parce que c'est plus facile. Après, c'est sûr que si c'est des gens qui sont sous perfusion, bon, ça c'est autre chose. Donc ça, c'est le suicide assisté. Et de même que si vous êtes à l'hôpital, par exemple, et que vous êtes soigné, que vous demandez à votre médecin s'il veut bien vous aider à partir, c'est du suicide assisté. Mhm. L'euthanasie, c'est quelqu'un qui a prévenu longtemps avant, qui a écrit ses directives anticipées pour dire qu'à tel moment, donc moi c'est une question de dignité pour moi, Mhm. chacun a ses critères, à tel moment, si je ne peux plus moi-même prendre la décision de me supprimer, je nomme des personnes de confiance et je leur demande de me tuer, voilà, de m'aider à mourir. Et donc, en quoi le fait d'inscrire le droit au suicide dans la Constitution, quel intérêt ça a? Est-ce que ça a un rapport? Je guide un peu la réponse. Je suppose que ça a un rapport avec le fait que actuellement, en fait, une tentative de suicide n'est pas condamnée, par exemple. Ah non, c'est légal. C'est ça qui est complètement hypocrite, c'est que c'est légal d'ailleurs. À quoi ça servirait de rendre illégal le suicide? Si vous vous jetez d'un pont, on va pas vous traîner devant un tribunal pour vous dire si vous êtes loupé, ah ben vous allez droit à la peine de mort parce que vous voulez suicider. Et l'autre il dit bah, c'est super parce que c'est ce que je souhaitais justement. Donc, quel est le bénéfice d'y inscrire le droit, du coup? Alors droit, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que il y a des groupes qui demandent que l'IVG soit dans la Constitution. Tout à fait. Ça a été fait ou pas? Ça a été annoncé par le Ça a président été de la annoncé, République. voilà. Et l'IVG devrait être dans la Constitution. Pourquoi? Parce que pour pas qu'il se passe la même chose que chez Trump, où il y a un type là, parce il a les pouvoirs de son État, et dit ah non non, c'est plus autorisé, voilà. Donc ça c'est pas possible. C'est juste parce qu'il y a un mec qui veut montrer qu'il est plus de droite que les autres, quoi, hein. Voilà. Et donc nous on considère que c'est une liberté constitutionnelle qui doit être garantie par la Constitution, de même que l'IVG et que peut-être d'autres sujets un jour. On va parler dans quelques instants. Je vais demander à Françoise qui s'est proposée de parler au micro, qui est une adhérente de l'association avec laquelle vous êtes venue aujourd'hui. Mais attendez, pas tout de suite. J'ai juste une question pour vous. On revient un peu en arrière. Moi, je voudrais juste, est-ce que vous pourriez me dire, réfléchir aux sentiments qui prédominaient le plus et qui prédominent peut-être d'ailleurs toujours actuellement dans toute cette affaire judiciaire? Quel est le sentiment qui motive, qui vous donne la force de tenir, de continuer, de poursuivre? Bah, la force, je vous dis, c'est comme tout engagement. Moi, je suis engagé en politique, j'ai une force d'engagement politique, de même que là, pour moi, c'est de la politique aussi. C'est une force d'engagement parce que je considère que ma petite vie sert à quelque chose. Voilà, donc je suis actif, je fais ce que je peux où je suis et j'en retire un bénéfice, qu'on disait tout à l'heure. J'en retire un bénéfice parce que je vois la reconnaissance des gens qui sont hyper reconnaissants qu'on les aide. Des gens, voilà, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Bon, ça, c'est une force. Et puis, non, puis c'est marrant parce que j'en parle avec ma femme souvent. Et le fait d'être actif comme ça dans une association qui a vraiment du sens, parce que je fais partie d'autres associations, mais plus anecdotiques, quoi, de loisirs, de choses comme ça. Mais celle-là, si vous voulez, il y a un tel engagement vraiment qui a du sens que d'en faire partie, de militer, de réfléchir, parce qu'il y a des textes à lire, tout ça. J'ai l'impression d'être moins con. Alors c'est peut-être qu'une impression. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça Non, mais en fait, entretient mes neurones, quoi. non, mais parce que oui, on est quand même sur des sujets
très Pointu, important, très bien sûr. pointu, et donc forcément, il faut faire attention à chaque mot employé, chaque virgule Oui, sur ce genre de sujet. ouais. Euh, j'ai une question par rapport à quelque chose dont on parlait juste avant de commencer à enregistrer ce podcast, et c'est là où Florence pourra réagir juste après vous. Euh, Comment est-ce qu'on gère humainement, psychologiquement, le fait d'accompagner des personnes vers la mort? Mm. Euh, Tout simplement, est-ce que malgré ces engagements, malgré le fait qu'on se dit qu'on le fait pour les bonnes raisons, parce que c'est la volonté de la personne, Mm. etc., ben, ça reste pas difficile à vivre? Bien sûr. C'est, alors je dis très difficile. Ça dépend des cas. Mais c'est quelque chose de difficile, c'est sûr. Et moi, si vous voulez, j'ai en mémoire le premier accompagnement que j'ai fait, qui était le plus dur, parce que c'était dans les pires conditions, à savoir que c'était l'accompagnement d'une jeune femme qui était malade depuis qu'elle était née, elle pratiquement, mais jeune quand même, si vous voulez. Vous accompagnez quelqu'un qui a 90 ans, bon, c'est pas drôle, mais c'est un peu la nature, quoi. Quelqu'un qui a 35 ans, qui a rien fait de sa vie parce qu'elle a été malade tout le temps. Elle avait quand même fait des études, elle était infirmière, elle était loin d'être bête, enfin vraiment quelqu'un d'intéressant, quoi. Et puis c'était tellement dramatique pour elle, ces histoires de santé et tout, que heureusement que j'étais avec quelqu'un, ça c'était pas Françoise à l'époque, qui était chevronné, qui l'avait fait plusieurs fois, et qui était là pour m'aider, parce que c'est pas évident. Bon, je l'ai fait. Hein, pendant que je le faisais, ça posait pas de problème. Je savais ce qu'il fallait faire. On était suffisamment formés pour ça. Eh bien, figurez-vous que quand on est sorti et que je me suis, on va dire, écroulé, j'ai fondu en larmes. D'ailleurs, non, je raconte des conneries. C'est pas en sortant, c'est en arrivant chez moi, quand j'ai retrouvé ma femme. Bon, Oui, où ben, la pression redescend. voilà, c'est ça. Hmm. Parce qu'on a parlé beaucoup avec Jacqueline à l'époque de la suite, tout ça, bon, dans la voiture. Et ça m'a rassuré, parce que je me suis dit, bah, t'es humain. Tu fais des trucs, mais tu restes sensible quand même. J'aurais pas. Elle, d'ailleurs, elle dit, moi, ça m'a inquiété, parce que je me suis retrouvé sans réaction, d'émotion, et ça m'a inquiété. Mais depuis, on en a reparlé, et ça, c'est autre chose. Alors, Françoise, du coup, sur le sujet, alors, en deux, trois Ça y est. mots. Oui, Donc, Françoise, vous avez 70 ans, c'est ça? oui, tout à fait. Vous avez rejoint Ultime Liberté. Alors, il y a combien de temps et pour quelles raisons, en quelques mots, pour vous présenter? C'est relativement récent. Il y a à peine un an que j'ai rejoint Ultime Liberté. Auparavant, j'étais adhérente de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Voilà, depuis quelques années, sans être très active d'ailleurs au sein de l'association ADMD. Vous faites partie, comme Patrice, alors vous êtes peut-être un peu moins impliqué que Patrice euh, au niveau de l'accompagnement, sur certains accompagnements, mais vous avez réalisé quel type d'accompagnement et comment vous l'avez vécu? C'est une des premières choses dont vous m'avez parlé quand je suis arrivé. En ce moment, je suis sur mon premier accompagnement. Donc, c'est relativement nouveau. Enfin, je le fais avec deux autres personnes, dont Patrice, qui, elles, ont de l'expérience. Parce que ça me semblait important pour moi d'être, voilà, parce qu'effectivement, c'est quand même s'il y a une charte, même si on a une formation, un groupe de parole, etc., pour préparer et encadrer tout ça à notre niveau, hein, ça reste quelque chose qui n'est pas vraiment anecdotique. Donc, en ce qui me concerne, ce que j'essaie de toujours avoir à l'esprit, c'est le nombre de suicides par an en France. Déjà, pour me recaler dans une réalité qui existe, que je le veuille ou non, et que j'intervienne ou non. C'est-à-dire que sans assistance, il y a je ne sais plus combien de milliers de gens qui se suicident, notamment beaucoup de personnes âgées, mais pas que, mais beaucoup de personnes âgées. Et ça, curieusement, c'est le silence total là-dessus. Hein, c'est pas très chouette, je trouve, de faire silence là-dessus. Donc, que moi je sois Ultime Liberté, que Ultime Liberté existe ou pas, cette réalité, elle existe. Et malheureusement, les gens. Alors, évidemment, je parle de suicide officiel. Vous imaginez bien que c'est la partie immergée, visible de l'iceberg. Hein. C'est que, bon. Donc, voilà. Donc, ça, j'essaye de toujours avoir ça en tête. C'est-à-dire que je ne suis pas indispensable à ce que cet acte-là se fasse paisiblement pour les personnes concernées.
je suis pas indispensable, mais je peux juste apporter ma contribution, voilà. Moi, ma motivation, c'est aussi que j'aimerais qu'on le fasse pour moi, quand il sera temps. Je sais pas d'ailleurs, j'espère le plus tard possible, mais j'aimerais que des gens, sympas soient à mes côtés. Je vis seule et j'aimerais que des personnes m'accompagnent et m'aident aussi à réaliser l'acte en lui-même, parce que c'est pas si facile que ça. Il faut quand même pas se planter, il faut pas se rater surtout, hein. Parce que là, c'est le pire de ce qui peut arriver pour l'entourage qui en souffrirait. Enfin voilà, et donc voilà, donc après, évidemment, le regard de la personne qu'on croise et qui s'adresse à nous pour dire j'aimerais qu'on m'aide à mourir, ce regard-là, on l'oublie pas, hein. Il est, il est, il est présent à plein de moments de la semaine, des mois qui suivent. Là, vous êtes en plein accompagnement, en plein premier accompagnement. Il n'est pas encore arrivé au bout. Combien de temps ça dure un accompagnement? Ça dépend des cas, bien sûr, mais que, en tout cas, ce que j'ai bien compris, c'est que ça se faisait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est vrai que tout est fait pour que la personne, j'allais dire, n'agisse pas sur un coup de tête. Déjà, bon, bah, il faut préparer les conditions matérielles du suicide assisté, c'est-à-dire, bah, effectivement, ou commander un produit ou envisager une autre méthode. Enfin, il faut rédiger ses directives anticipées. Il faut sans doute prévoir aussi comment on envisage après sa mort, enfin, comment on va être découvert par un voisinage ou des proches, comment on met de l'ordre dans ses affaires, si je puis dire, avant de mourir, tout ça. Donc, ce qui est certain, alors, ce que j'ai compris aussi grâce au moment de formation et au groupe de parole dont je fais partie, c'est que pour certaines personnes, ça peut durer des années, l'accompagnement. Parce que on peut dire, sur le principe, je veux être en condition de me faire assister pour un suicide, mais on peut aussi reculer cette échéance. Je pense que c'est arrivé assez souvent, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on a quand même une transmission d'expérience, hein, par les plus anciens que nous. Donc, il y a pas de durée type. Il n'y a pas de durée type. Ce qui est sûr quand même, et ce que je trouve très rassurant, c'est que c'est pas du jour au lendemain et c'est pas sur un coup de tête. Patrice, peut-être juste pour finir, on arrive à la fin. Qu'est-ce qui représente ce combat dans votre vie? Parce que finalement, c'est un combat qui est arrivé tard dans votre vie. Est-ce que c'est le combat d'une vie ou est-ce que c'est un combat parmi tant d'autres? Comment vous le qualifieriez, votre militantisme actuel, on va dire? C'est un combat, on va dire, d'une vie, parce que c'est un combat pour moi, vraiment, c'est un combat. Si vous voulez, j'ai d'autres engagements, mais qui ne sont pas des combats, qui sont, ben, je vous dis, au niveau politique, c'est un combat permanent, parce qu'on lutte continuellement contre des forces contraires, voilà, avec tous les anecdotes de la vie, etc., de l'actualité et tout. Donc c'est moins, pour moi, c'est moins un combat. Là, c'est plus un combat parce que c'est illégal quand même. Donc c'est quand même, si vous voulez, j'imagine que si on pouvait avoir du produit dont on a besoin chez le pharmacien, ce serait plus un combat, ce serait une aide. Là, c'est un combat parce qu'il faut absolument qu'on fasse changer les choses et que c'est énorme ce qu'il faut changer dans la tête des gens, dans la tête de nos responsables, etc., etc. Et que, ben oui, c'est énorme. Donc, je fais pas mal de choses par ailleurs, mais ça reste quand même un combat important, si vous voulez, hein. Comment est-ce que votre regard sur la vie, il a évolué à travers les accompagnements que vous avez réalisés, les regards que vous avez croisés? Françoise parlait de regard là il y a quelques instants. Je suppose que, on parlait de miroir tout à l'heure Ouais, aussi. Je suppose qu'il y a une question de reflet aussi quand on bien accompagne sûr. les personnes. Mm. Donc voilà, en quoi ça a modifié votre perception de la vie, du rapport à la vie? Alors, du rapport à la vie, bah, déjà, ça m'a conforté parce que c'est tangent, conforté dans mon choix de fin de vie. Parce que j'étais comme tous les gens que je rencontre, je pouvais avoir, enfin, ça m'arrivait pas souvent, mais je pouvais avoir des velléités comme ça, dire oh, j'en ai marre, tout ça, et puis passer à autre chose, quoi. Là, si vous voulez, ça me conforte dans l'idée que euh, pour bien vieillir, pour bien vivre, il faut bien mourir. Et donc, ça se prépare, vous voyez. Donc ça, c'est des choses que j'avais plus ou moins dans la tête, mais dont j'étais pas vraiment conscient, quoi. Et donc maintenant, enfin, j'ai toujours été comme ça, mais quand même, j'y suis encore plus.
conscient du présent, l'importance du présent, te dire que demain, tu seras peut-être plus là. Donc, profite de ce que tu vis là actuellement, voilà, puis fais en sorte que ce soit agréable, enfin que ce soit une chouette vie. Merci d'avoir témoigné au micro d'Asymétrie. Ben, merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2 mots? C'est que cette loi change et qu'elle aille dans le sens que nous, on souhaite. Parce que je trouve que c'est l'intérêt général, c'est pas pour mon intérêt particulier, c'est vraiment pour l'intérêt général d'une société, si vous voulez. Une société qui permettra ça, ce sera plus la même que celle qu'on a maintenant, quoi. Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie, un podcast natif et indépendant dédié aux témoignages. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. À bientôt!